L'Afrique peut-elle structurer son économie en s'appuyant sur le système financier international tel qu'il a été conçu à Bretton Woods en 1944 et aussi tel qu'il a été modifié spontanément en 1971 par le président Nixon? Dès l'époque, rappelez que le système, à l'époque, s'il a très bien fonctionné jusqu'en 1971, avec un dollar qui était rattaché à l'or, avec une once d'or, d'ailleurs, qui valait 35 dollars américains. Par la suite, il y a eu des complications avec le fait d'être coupé donc, à cette once d'or-là. On s'est retrouvé avec un système purement spéculatif où les monnaies sont créées à peu près sur la base de rien. Et d'ailleurs, cela a créé une hyperinflation au niveau mondial avec des crises financières qui sont intervenues. Et l'Afrique en est pleinement victime, beaucoup plus d'ailleurs que les autres continents du monde entier. Vous allez le comprendre dans le cadre de cette édition. Et nous tenterons avec notre invité de comprendre quelle peut être l'alternative pour que l'Afrique puisse échapper à ce destin tragique qui lui semble réservé dans le système financier international actuel. Et pour cela, nous avons un invité exceptionnel sur ce plateau, Abdou Cissé, qui est le PDG du groupe Cis Consulting Solviceo, qui est un groupe qui est très actif sur le continent africain en termes de solutions, notamment dans le domaine de l'actuariat. Et vous êtes sur ce plateau à Douala, au Crystal Palace Hotel avec nous. Je vous dis merci de nous retrouver. À moi de vous remercier pour cette invitation. Alors, quand on parle du groupe Cisco Consulting et Solviceo, on parle bien sûr de deux entités. Une qui est très active sur le continent africain, il s'agit de Cis Consulting. C'est exactement ça. Qui accompagne beaucoup d'entreprises africaines. C'est ça. En fait, Cisco Consulting est né en 2008 d'une prise de conscience que j'ai eue à la Fédération des assureurs de droit national africain qui m'avait invité à Yamoussoukro. Et après cette invitation, j'ai eu beaucoup de sollicitations et j'ai eu envie vraiment de revenir complètement en Afrique pour ne travailler qu'en Afrique. Et donc j'ai créé Cisco Consulting. Seulement nos activités en France n'étant pas négligeables, nous avons créé aussi Solviceo avec mon collaborateur M. Claude Barros, que je remercie beaucoup. Et Solviceo travaille à 100% en Occident et Cisco Consulting travaille en Afrique dans l'accompagnement à la fois des banques, des assurances et des grandes sociétés industrielles. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je me retrouve à Douala parce que Cisco Consulting est l'actuel conseil de la CNPS du Cameroun. Et chaque année, Cisco Consulting se doit de faire ce qu'on appelle la revue actuarielle de l'ensemble des portefeuilles d'assurance détenus par la CNPS. Ces portefeuilles d'assurance d'indemnité de fin de carrière, ces portefeuilles d'assurance retraite, ces portefeuilles d'assurance de dommages, d'assurance de responsabilité civile, etc. Tous les portefeuilles sont revus. De la même sorte que la CNP est notre client, fait partie de nos grands clients, la compagnie sucrière du Sénégal en est un, Dangote, toute l'Afrique subsaharienne est client en tant qu'acteur conseil. Donc les grandes entreprises aujourd'hui ont pris conscience qu'il faut avoir un cabinet d'actuariat pour se faire accompagner, surtout dans des domaines qui touchent l'assurance et la finance. Nous avons aussi beaucoup de banques dans notre portefeuille et beaucoup de compagnies d'assurance qui, eux, ont trait à l'actuariat du fait qu'ils ont un devoir de disposer d'un département technique. Donc voilà globalement ce que nous faisons sur le continent. Et cette année, nous avons été très loin parce que nous avons réalisé notre meilleur chiffre d'affaires en ayant eu la chance d'accompagner, par exemple, la FANAF, la Fédération des assureurs de droit national africain, sur une année, sur un projet d'une année, en accompagnant le programme des Nations Unies à Madagascar pour la mise en place de micro-assurances au niveau des petites et moyennes entreprises. Et tant d'autres projets aussi que je ne peux pas élucider comme ça, mais nous sommes heureux et nous comprenons que nous sommes en train de bâtir un géant quand même dans le conseil au niveau de l'Afrique. Merci beaucoup d'avoir apporté ces éléments de précision quant à votre déploiement sur le continent africain et également au-delà. Cela nous permettra de mieux cerner justement vos différentes approches, vous qui venez aujourd'hui avec des solutions financières innovantes qui pourraient permettre à l'Afrique de pouvoir mieux s'émanciper dans ce domaine qui malheureusement, je l'ai dit à l'introduction de cette émission, semble n'avoir pas été programmé pour elle. Merci d'être là. Je venais de le dire dans l'introduction de cette émission, quand on regarde déjà la genèse du système financier mondial actuel, on n'a pas l'impression que cela a été conçu quelque part avec une préoccupation africaine. On voit déjà premièrement un leadership entre la Grande-Bretagne qui hier
tenait viscéralement le système financier mondial à travers la livre sterling d'un côté et les Américains qui venaient de s'affirmer, de se faire reconnaître comme la première puissance économique mondiale qui tenait absolument à reprendre le flambeau. Là, on est en 1944 et finalement ce sera fait. Désormais, ce ne sera plus la livre sterling, la monnaie de référence. On va passer au dollar comme étant monnaie de référence, voilà, couplée sur les talons or d'ailleurs, comme l'était aussi la livre sterling à l'époque. Et puis après, pour des intérêts purement américains, notamment dû au développement de l'économie américaine, on se retrouve un matin avec un dollar qui est couplé sur, enfin, qui est arrivé à rien du tout, décidé unilatéralement par le président américain de l'époque. Et donc, du coup, à partir de là, on se demande, est-ce que quelque part, on avait pensé un jour à ce que l'Afrique devait se développer? Ouais. Mais excellente question, et je pense que vous venez de faire une forme de tour d'horizon de l'histoire financière mondiale. Je pense que nous, en Afrique, on est beaucoup concentré sur nos problèmes de développement, mais on ne regarde pas ce qui manque exactement pour qu'on se développe. C'est-à-dire, ce qui manque, c'est un référentiel monétaire mondial. Et d'après tout ce que vous venez de dire, avant, au temps où la livre sterling était presque la monnaie mondiale, il n'y avait pas de problème dans le monde parce qu'à Londres, il y avait des chambres de compensation. Et donc, il y avait un référentiel monétaire mondial. Lorsque ce référentiel livre sterling a été laissé de côté par domination suite aux 2 guerres mondiales des Américains, le dollar est arrivé. Mais lorsque le dollar est arrivé, le fait de l'avoir mis directement en arrimage avec l'or, de 1944-1945 jusqu'en 1971, il faut remarquer qu'il n'y a eu aucune crise financière internationale. C'est fondamental. Aucune crise financière fondamentale, internationale. Pourquoi? La raison était simple. Parce que les États-Unis avaient réussi à discipliner tous les pays du fait que le référentiel monétaire mondial était axé sur l'or. Vous avez le dollar qui est la monnaie mondiale, vous avez des dollars, vous venez aux États-Unis avec vos dollars, vous les remettez aux États-Unis, les États-Unis vous donnent de l'or. Vous récupérez votre or en tant que pays, vous le déposez dans votre banque centrale et vous avez la capacité de faire de la création monétaire chez vous à hauteur de la richesse en or dont vous disposez. Donc c'est comme ça que nous devrions comprendre l'esprit de l'or dans le système monétaire international. C'est-à-dire que c'était l'or qui était la référence par rapport à la création de richesses. Alors, donc de 1945 jusqu'en 1971, pas de crise. Parce que derrière cette façon de discipliner tous les pays, les États-Unis s'étaient aussi autodisciplinés. Parce qu'ils devaient tout le temps disposer d'assez d'or pour pouvoir répondre au fait que les autres pays qui étaient en développement, qui se sont très bien développés comme l'Allemagne, etc., se devaient d'apporter leur dollar en conversion. On arrive en 1971, on ne va pas évoquer les raisons, mais globalement, les États-Unis n'avaient pas assez d'or. La guerre du Vietnam était là, les problèmes du développement de l'Europe aussi, qui a fait beaucoup de sollicitations pour récupérer de l'or à la place du dollar. Les États-Unis n'avaient pas assez d'or et avaient aussi des problèmes d'inflation chez eux. Nixon est sorti le 15 août, un jour férié, et a coupé le lien entre le dollar et l'or. Ce jour-là, c'est le jour déterminant où le monde entier a basculé. Beaucoup d'experts sont arrivés récemment à la conclusion que 2 tiers pratiquement des valeurs qui circulent sur le marché financier international ne sont rattachées à rien de concret, de physique, de réel en termes de richesse. Là, vous revenez au mot essentiel que j'ai sorti tout à l'heure, un référentiel monétaire international. Quand vous êtes à Douala et que vous échangez entre Camerounais, vous avez un référentiel. C'est la monnaie de l'Afrique centrale. C'est votre référence. Tout le monde se réfère à la monnaie. Tout le monde sait ce que c'est que 10 000 francs, etc. Mais quand le Cameroun doit commercer avec Cuba ou avec les États-Unis, il n'y a pas de référentiel. Tout le monde passe par le dollar. Il n'y a pas de référence. Une monnaie ne peut pas être une référence. Une monnaie, la monnaie d'un pays, ne peut pas être la richesse du monde, ne peut pas représenter la richesse du monde. Et c'est cette erreur qu'on a fait à partir de 1971. Et comme vous le dites, on a eu le change flottant, toutes les monnaies flottaient, d'accord? Et la quantité de dollars qui a commencé à circuler n'avait plus de représentation de la richesse des États-Unis. Parce qu'il faut savoir que la masse monétaire qui circule dans un environnement
doit représenter la richesse de cet environnement. Mais la quantité de dollars que vous voyez dans le monde n'a pas de lien avec la richesse des États-Unis. Maintenant, on finit par comparer cette quantité avec la richesse du monde. Et cette perturbation-là a été amenée en avant par l'essor, le développement des marchés financiers. Et c'est ça. En fait, avant, nous avions dans l'action mondiale l'économie, la finance. Et à partir de 1971, on a vu se développer les marchés financiers. Donc d'autres acteurs qui viennent et qui participent au marché. Et ce sont ces acteurs-là qui ont eu des actions que les économistes et les financiers n'ont pas maîtrisées. Du fait que le développement des marchés financiers a fait naître ce qu'on appelle des produits dérivés. Et donc, dans un marché financier, quand vous prenez les produits dérivés aujourd'hui, vous prenez le marché américain, le marché européen, la quantité de produits dérivés et la masse monétaire qui est générée au niveau de ces produits dérivés dépasse 3 fois la masse monétaire réelle qui circule. Je ne sais pas si vous voyez à quel point, donc, nous sommes dans un environnement où la finance a changé de visage. Alors, la conséquence pour les Africains qui nous suivent, c'est que l'Afrique va être une grande victime. Aujourd'hui, on paie sur le continent africain en termes de taux d'intérêt versés justement sur des prêts spéculatifs, sur des dollars, sur des monnaies étrangères qui ont été créées sur la base de rien du tout. L'Afrique paie à peu près 5 milliards de dollars chaque mois pratiquement pour payer donc des intérêts sur ces devises qui sont fabriquées, on venait de le dire, ex nihilo. Et donc cela a la conséquence, on peut le dire, d'assujettir le continent finalement à ces marchés mondiaux des capitaux. Et donc l'Afrique se retrouvait dans une forme de servitude volontaire de ces marchés. Mais vous avez tellement raison et ce serait bien aussi de revenir un peu en arrière parce que quand vous prenez l'Afrique subsaharienne, nous avons tous un dénominateur commun, c'est la France. La plupart des pays qui sont dans les 2 zones francs ont pour dénominateur commun la France. Or, si vous regardez le cas de la France n'a jamais emprunté un centime pour se développer. Jamais la France n'a emprunté de l'argent pour se développer. La France s'est développée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale par le plan Marshall. On se demande même si ça a été remboursé, parce que c'était les Américains qui ont donné une facilité. Mais en dehors de ça, la France avait son circuit du Trésor. Et le circuit du Trésor, c'était un circuit qui permettait à la Banque centrale, à hauteur des projets que la France met en place, de faire de la création monétaire. Ça, ce n'était pas une planche à billets. C'était une création monétaire saine parce que l'État français mettait en place des projets, expliquait le besoin de financement, la Banque centrale créait la monnaie et on créait une activité qui pouvait rembourser à la Banque centrale la monnaie qui a été créée. Donc c'est comme ça, ce circuit du Trésor-là, qui est un circuit qu'on pourrait développer un jour parce qu'il est très intéressant, ce circuit a développé la France. Et donc vous ne trouverez pas dans ce monde-là un pays qui s'est développé par la dette. Mais le problème de l'Afrique, c'est que quand en 1971 tout a changé, on ne nous a pas créé un environnement financier qui nous permette de nous développer. On nous l'a refusé. On nous a imposé la dette comme on l'a imposé à la France, à l'Allemagne, etc. On a imposé à tous les pays, si vous avez besoin d'argent, vous allez sur les marchés financiers. Mais nous n'étions pas encore prêts à aller sur des marchés financiers. Et ces marchés financiers ont été, mais vraiment, on les a sortis de la réalité pour laquelle on en avait besoin. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez tout ce qu'on fait dans les produits dérivés, vous prenez un exemple très simple, le blé que les gens de Douala doivent manger le mois prochain, s'ils l'achètent ce mois, c'est que ce blé-là a été échangé entre 90 traders des marchés financiers avant que le prix final soit payé par Douala. Vous voyez bien, soit payé par le Cameroun. Donc vous voyez, toutes les transactions qui existent, des gens qui gagnent de l'argent dans un système, on peut même dire de l'argent qui n'existe pas. Et ces problématiques de gagner de l'argent dans un environnement qui n'existe pas, on les a vécues début 71, on les a vécues avec la crise de 2008. Parce que la crise de 2008, jusqu'à présent, elle n'est pas terminée. Mais on l'a connue aussi en 2020, avec les crises qui sont arrivées en 2020. Et entre 2008 et 2020, ceux qui se sont considérés comme développés ont fait de la création monétaire massive. Et cette création monétaire a été appelée le quantitative easing. Et nous n'avons pas eu droit à ça, ce qui est anormal. Eux, ils ont eu la capacité, de par leur banque centrale,
de racheter les titres qui est arrivé à échéance pour les États. Nous, nos banques centrales l'ont fait dans une limite très simple, mais la façon dont il fallait le faire pour nous développer, on ne l'a pas fait. Et c'est ça qui pose problème. C'est là où les experts africains doivent proposer des solutions pour que, vu le quantitative easing qui se fait en Europe, qu'on ait, nous, le droit de monter des systèmes financiers qui ne sont pas loin. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai réfléchi même pour proposer une solution dans ce sens, qui est une solution que j'ai proposée depuis 2017, qui fait l'objet toujours d'aller-retour. Je suis encore toujours interrogé sur cette solution. On pourra en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure parce que sur le continent africain, il y a une prise de conscience véritable de la dangerosité des marchés financiers internationaux. Le président Paul Biya du Cameroun, il y a moins de 2 semaines maintenant, devant un certain nombre d'investisseurs potentiels du continent africain, lors du US Africa Summit, est d'ailleurs revenu sur la question en disant que malheureusement, l'Afrique ne pouvait pas, de son point de vue, se développer dans le contexte, dans le système financier actuel, précisant au passage que des sommes d'argent qui étaient prêtées au continent africain, très peu d'ailleurs se déplaçaient vers le continent africain et qu'on était exclusivement dans un système spéculatif, finalement, où on vous prête de l'argent, on ne vous envoie pas cet argent et à la fin, les intérêts quand même, vous devez les envoyer de votre commerce extérieur et de vos avoirs extérieurs. Et ils trouvaient cela injuste et appelaient le continent à se mobiliser pour avoir des marchés financiers locaux propres au continent qui permettent qu'ils soient des leviers de capitaux. Alors, ça montre effectivement que la question est à l'ordre du jour. Mais cette question est vraiment à l'ordre du jour parce que on a sommé les pays de la zone franc à avoir des devises pour survivre. C'est ça le danger. De ce que vous venez d'expliquer par rapport au président Paul Biya, M. Biya a délimité, a dénoncé le fait qu'on a sommé des pays d'une zone monétaire à disposer de devises pour vivre. Et c'est ça c'est déjà anormal. On ne peut pas sommer les gens à disposer de devises. Et quand bien même des devises. Mais pourquoi on a besoin de devises? C'est-à-dire on doit se poser la question de savoir, mais en fait, pourquoi on a besoin de devises? Et c'est quand on se pose cette question qu'on prend un peu de recul et qu'on réfléchit à ce que fait la France, la Banque mondiale et le FMI. Parce qu'en fait, les gens pensent qu'on est un peu serré que par la France. Mais on a un problème avec une troïka. Le problème, c'est qu'on a la France, on a le FMI, on a la Banque mondiale. Et ce sont ces trois-là qui, dans leur façon de nous regarder, dans leur façon de travailler avec nous, posent beaucoup de problèmes. Je prends un exemple. J'y reviendrai tout à l'heure. Le FMI et la Banque mondiale, si vous les regardez, ce sont nos financiers. Il fut un temps, quand on développait la France, c'était la Banque de France qui était la banque de la France. Mais nous, l'Afrique, nos banques centrales ne sont pas nos banques. C'est le FMI et la Banque mondiale qui sont nos banques. C'est cette anomalie qu'il faut chercher à résoudre. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on a besoin d'argent, on ne doit pas aller demander ou se mettre en face du FMI et de la Banque mondiale. Si on a besoin d'argent, on doit se mettre en face de nos banques centrales. Et c'est cette question-là que M. Biya a soulevée et que moi, techniquement, dans la pensée financière, j'essaie maintenant de modéliser. Et c'est à cette question que je réponds en proposant une solution, en créant des CFA obligations qui permettent à nos États de se développer. Toujours en restant dans le marché financier international et ses conséquences néfastes sur le continent africain, on va voir la flambée des prix actuels, qui est une autre conséquence de l'hyperliquidité du marché mondial due à des créations monétaires, voilà, sur la base de rien. Beaucoup d'argent créé et puis par la suite donc injecté, notamment dans des opérations vers le continent africain et qui donne l'impression même d'ailleurs à beaucoup de gens dans le monde qu'ils ont de la liquidité et donc du coup ça crée de l'inflation et l'Afrique en est victime aujourd'hui. Mais vous avez parfaitement raison et je pense que sur les 4-5 derniers articles que j'ai publiés et des articles qui ont fait aussi que vous m'avez invité, sur ces articles-là, je traite le problème. En fait, quand vous regardez ce qui se passe dans les marchés financiers aujourd'hui, vous vous dites que le dollar et l'euro n'ont plus de valeur. Il n'y a plus de valeur au niveau du dollar et de l'euro. Je peux vous garantir que le franc CFA, si on se réfère sur le plan financier pur, a plus de valeur que le dollar et l'or. Excusez-moi, que le dollar et l'euro. Pourquoi? Parce qu'entre 2008 et 2020, et même 2022,
les émissions de titres, enfin les rachats de titres financiers que les banques centrales occidentales ont fait ont dépassé des limites. On en est arrivé à un point où M. Jérôme Powell, qui dirige la banque centrale la plus importante du monde, la Fed, nous a dit il y a 4 mois qu'il ne regardait plus l'inflation, mais qu'il s'occupait du chômage aux États-Unis. Vous voyez bien? C'est-à-dire que depuis 1971, le socle de mandat des banques centrales, c'est la lutte contre l'inflation. Faire en sorte que l'inflation ne dépasse pas 2%. On arrive en 2022, ils ont tous des inflations qui dépassent 10-15. Ils luttaient contre l'inflation, mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'en luttant contre l'inflation, ils ont, en 2008, fait disparaître ce qu'on appelle la croissance. Ils n'avaient plus de croissance. Ils n'avaient plus de croissance. Ils continuent à racheter des titres, à injecter de la liquidité pour ramener cette croissance. Pendant 10 ans, la croissance n'est pas venue. Et pendant ce temps même, l'inflation avait disparu. Était de zéro. Ils ne savaient plus quoi faire. Donc, les équations qu'ils mettaient en place en termes de politique monétaire, ce sont ces équations-là qui se sont avérées fausses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'inflation ayant disparu, ils n'ont pas la capacité de faire venir la croissance. Ils ont acheté l'inflation. Ils ont acheté, ils ont continué l'injection de liquidité pour faire revenir la croissance. Et cette accélération-là a fait que la croissance, l'inflation les a dépassés. Ils l'attendaient autour de 2%, 3%. L'inflation a atteint 10, 15 dans certains pays. Et là, toutes les politiques monétaires qu'on faisait dans le monde se sont avérées par terre, sans, pas de sens, etc. Et maintenant, du côté africain, où nous, on n'a pas eu des taux zéro, on n'a pas eu des taux négatifs pendant les 10 ans, on a eu des taux concrets, on a été dans un marché financier concret, parce que le marché financier africain, il est concret. Aujourd'hui, si vous levez des obligations ici, vous avez 4, 5, 6%. Il n'y en a plus en Occident. Vous le faites en Afrique de l'Ouest, vous avez 6%, 7%. Il n'y en a pas en Occident. Donc nous sommes, nous, dans des marchés concrets. Et donc, du coup, du fait même qu'on nous a adossé au fait de devoir disposer de devises, l'inflation de l'Occident est venue s'implanter chez nous et est devenue même de l'inflammation. Nous, on n'a pas d'inflation, nous, on a de l'inflammation. Je vous donne un exemple concret. Vous prenez un yaourt qui se vend à Paris, le pot de 8 à 3 € maximum. C'est-à-dire il faut aller même au franc prix pour l'acheter 3 €. Si vous allez au Carrefour, vous l'achetez 2,40 €. Vous entrez ici dans un supermarché de Douala, on vous le vend à 12 000 francs CFA, c'est-à-dire près de 18 €. Est-ce que vous voyez? Ici, il n'y a pas d'inflation, c'est de l'inflammation. Et il faut qu'on prenne le temps de réfléchir pour sortir de tout ça. Les marchés financiers internationaux n'ont plus de sens. Les banquiers centraux ont accepté que de toutes les politiques monétaires qu'ils ont faites entre 2008 et maintenant, ça n'a aucun sens. Jérôme Powell nous a montré que, en fait, ils doivent tous retourner à l'école. Pourquoi? Parce que quand tu dis que tu ne cibles plus l'inflation, mais tu cibles le chômage, c'est comme si tu avais une équation paramétrique où l'inflation pouvait être la variable et que le chômage est un paramètre. Tu te réveilles un bon matin, tu dis non. La variable devient paramètre et le paramètre devient variable. Ça, mathématiquement, c'est inconcevable. Erreur monumentale. Alors, Monsieur Cissé, on se serait attendu à ce qu'il y ait eu une autre grande rencontre mondiale avec, pourquoi pas, près d'un millier de délégués, comme ce fut le cas en 1944, quand les premiers accords financiers mondiaux ont été signés. Rappelez que quand le président américain, quand le président Nixon a décidé d'introduire cette mesure pernicieuse qui définitivement est venue transformer les marchés financiers mondiaux. Il n'y a pas eu de rencontre mondiale des représentants de nos États pour ne serait-ce que pencher sur les conséquences, et c'est peut-être ce qui pourrait aujourd'hui expliquer le fait de la volatilité actuelle. Alors, ma question est, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une prise de conscience globale, parce que l'inflation aujourd'hui, elle est globale, et c'est l'une des conséquences, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une prise de conscience globale de l'urgence de se rasseoir comme en 1944 pour pouvoir repenser une nouvelle politique financière mondiale où l'Afrique pourrait peut-être profiter pour poser clairement ses problèmes et négocier afin de ne pas se retrouver dans un système qui ne serve pas ses intérêts? Je vous dis que
sur les 10 derniers articles que j'ai écrits, il n'y en a pas un seul dans lequel où j'ai demandé à ce que le FMI et la Banque mondiale reviennent dans leur mandat en construisant un nouveau référentiel monétaire mondial. Ce que vous demandez, cette rencontre, ces assises, c'est la construction d'un nouveau référentiel monétaire mondial. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on sera dans un désordre monétaire international et l'Afrique va en pâtir. Maintenant, pour éviter que l'Afrique en pâtisse, il y a peut-être nos relations avec le FMI, la Banque mondiale et nos relations avec la France qui nous empêchent de faire certaines choses. Mais on peut lever cette contrainte-là par rapport à la solution que je propose, dont nous allons parler tout à l'heure. Comment est-ce que l'Afrique peut faire aujourd'hui pour s'affranchir de cette servitude volontaire des marchés financiers internationaux? C'est tout un honneur pour moi de répondre à cette question parce que je pense que toutes les écritures que j'ai faites ces derniers temps, c'était pour attirer l'attention des Africains sur ces solutions que vous attendez. Vous savez, en 2010, je cherchais pourquoi un pays comme la France était endetté. Je me suis posé la question de savoir, mais comment se fait-il qu'on parle de l'endettement d'un pays comme la France? Et je me suis retrouvé dans la compréhension et dans l'esprit de tout ce qui est marché financier et politique monétaire des banques centrales. C'est le fondement de tout. C'est le fondement de tout. Et comme vous l'avez aussi cité, le président Biya l'a encore martelé, cette inégalité qui est croissante. Mais regardez, entre 2008 et 2022, tout ce dont les pays occidentaux ont bénéficié et que nous, on ne bénéficie pas. On ne peut pas nous dire que c'est sur la base qu'eux, ils sont riches. Non. Un autre chef d'État africain, c'est le président Macky Sall, l'a dit, par exemple, concernant les droits de tirage spéciaux pour faire face à la Covid-19. C'est ça. Alors, l'Afrique s'est retrouvée avec 10 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux, de DDS, quand les banques centrales des autres continents tiraient des volumes assez impressionnants. Et donc, il a trouvé cela comme étant une injustice. Injustice. Et il a parfaitement raison. Et c'est cette injustice que je cherche à corriger. Voilà pourquoi j'ai fait une proposition. Je me suis dit, en fait, quel est le problème de l'Afrique? Quel est notre vrai problème? Notre vrai problème, c'est que nous n'arrivons pas à financer nos projets. Si vous prenez l'Afrique dans sa globalité, l'Afrique subsaharienne, surtout la zone franc, nous n'arrivons pas à financer nos projets. Quels sont nos projets? C'est que nous n'avons pas de structure. Qu'est-ce que j'entends par nous n'avons pas de structure? C'est que nous n'avons pas d'infrastructure. On n'a pas bâti de structure. Maintenant, pour bâtir ces structures, il faut un financement. Pour ce financement, depuis que le FMI et la Banque mondiale existent, et que la France se met en tutelle chez nous, les trois nous demandent d'aller emprunter sur les marchés. Et moi, j'ai compris que par ce moyen, on ne pourra jamais avancer. Voilà pourquoi je propose une solution intelligente. Quelle est la solution? En fait, les Occidentaux ont fait du quantitative easing et ont reconnu que pour eux, ce n'était pas de la planche à billets. C'est eux-mêmes qui disent que ce n'est pas une planche à billets, parce qu'ils rachètent les titres des États. Je dis, bon, c'est très bien. Si vous le concevez comme ça, nous aussi, Africains, nous allons le concevoir comme ça. C'est que ce n'est pas la planche à billets. Et je réfléchis et je me dis, nous allons, nous, créer des titres financiers à travers soit UMOA titres qui existent en Afrique de l'Ouest, qu'on peut aussi créer ici, soit créer une entité que je vais appeler la Société de financement des économies d'Afrique subsaharienne. Une société qui finance les économies d'Afrique subsaharienne. Mais cette société va être une intermédiation entre la Banque centrale, l'ensemble de la structure bancaire et les États. Comment cette intermédiation va se faire? Cette société va émettre des titres. Mais on rachète des titres à la France. La Banque centrale européenne rachète les titres de la France. Nous, on va faire le contraire. La société va émettre des titres, mais les titres seront émis en CFA, qu'on va appeler des CFA obligations. Chaque pays de la zone va dire quels sont ses besoins. J'ai besoin de temps pour fabriquer tant de routes, j'ai besoin de temps pour fabriquer 2 aéroports. Chaque pays émet progressivement ses besoins. En fonction de ces émissions, au lieu qu'on soumette ça au marché financier, on va le soumettre à la Société de financement des économies d'Afrique subsaharienne, qui sont en CFA. Et quand c'est fait,
c'est la banque centrale qui va faire la création monétaire associée. Et personne ne peut nous dire que c'est de la création monétaire planche à billets. Non, parce que c'est le contraire que la France fait et les États-Unis. Et eux, ils ont dit que ce n'est pas une planche. Donc, ils ne peuvent pas nous le refuser. Donc, c'est la banque centrale qui va, lui, racheter ses titres. Comme la BCE rachète les titres de la France, comme la Fed rachète les titres des États-Unis, notre banque centrale va racheter les titres tout de suite émis sur le marché. On ne va pas donner tout de suite, la banque centrale les rachète. Et donc, crée la monnaie nécessaire. Mais cette monnaie va être distribuée au système bancaire, toutes les banques commerciales, et qui vont, en fonction des projets émis par les États, travailler avec la société de financement pour que ces projets soient réalisés. Maintenant, quand tu crées cet environnement qu'on appelle une flexibilité monétaire, il faut l'accompagner. Pourquoi? Parce que ces titres qui sont émis, c'est de l'argent d'endettement des pays envers la Banque centrale. Envers la Banque centrale. Et je précise bien, hein, on s'endette envers la Banque centrale. Donc les États doivent être en capacité de créer des projets qui créent de la valeur, et cette valeur permet de rembourser cet argent à la Banque centrale. Et donc je crée un environnement assurantiel dans ce système où je crée une assurance que je vais appeler temporaire défaut, qui permet de soutenir tous les pays qui peuvent être en défaut de remboursement de leurs titres. Et on mutualise ces problématiques de défaut et on crée exactement ce qu'on appelle un environnement financier sain. Pourquoi? Pourquoi je l'appelle assurance? Parce que quand vous prenez un marché financier, à part les actions, les obligations, donc les titres réels, physiques qu'on y trouve, tous les autres titres que vous trouvez qu'on appelle des produits dérivés, en fait, ce n'est pas des produits financiers. Parce qu'il se pose entre autres le problème du sous-jacent, voilà, créé sur la base des assurances. De rien, pratiquement. C'est des assurances. Oui. On a souscrit une assurance contre ceci et cela. Nous, on ne va pas faire comme eux dans les marchés financiers, on ne va pas faire des titrisations. Parce qu'on a vu les titrisations, ce que ça a donné en 2008. On ne va pas faire ça. Nous, on va créer la compagnie d'assurance africaine qui va s'occuper du défaut. Et on va se débrouiller aussi que dans la même zone monétaire, tous les pays empruntent au même taux. D'accord? Et donc, on aura créé un environnement tellement sain, on aura financé tous nos projets et on n'aura aucun problème. Ce mécanisme, je l'ai détaillé dans un article que j'ai fait en décembre 2017. Décembre 2017. Tenez-vous bien, en 2022, le forum initiative du Sénégal, un grand forum dirigé par mes frères comme Pape Amar, qui sont très dynamiques, ont organisé un colloque autour de ce thème et interrogé des économistes pour qu'ils donnent une critique par rapport au modèle que j'ai créé. En fait, j'ai créé un modèle monétaire, c'est-à-dire c'est un modèle de financement, mais moi je l'appelle un modèle monétaire parce que c'est un modèle qui est basé sur la politique monétaire pour faire le financement. Et donc les économistes qui étaient venus pour critiquer, en tout cas aujourd'hui, je n'enlève pas une virgule de la proposition parce que toutes les critiques que j'ai entendues, j'ai su les démonter. Parce qu'en fait, globalement, ils n'ont pas compris l'esprit assurance que j'apporte dans le modèle. Et c'est ce qui ont cherché à penser que ce n'était pas viable parce que c'est des gens qui ont un esprit vraiment financement bancaire. Ils n'ont pas un esprit financement monétaire. Et c'est le seul problème qu'on a rencontré, mais je n'enlève pas une virgule. Et d'ailleurs, c'est une conséquence liée à l'environnement financier, même dans lequel on a évolué, parce que nos banques centrales n'ont jamais eu pour vocation d'émettre monnaie, ou alors de faire une véritable, au-delà de la régulation, de penser création monétaire. Jusqu'ici, ça n'existe pas. Et donc, on pourrait peut-être voir, comme cela pourrait expliquer pourquoi nos experts sont très limités à chaque fois qu'on évoque la question de la création monétaire. Exactement, parce qu'on nous a fait avoir peur de la création monétaire. Mais une création monétaire, quand elle est saine et qu'elle est faite pour créer de la valeur, cette valeur va créer encore un moyen de rembourser la création monétaire qui est faite, mais il n'y a aucun problème. Et donc, les Africains doivent commencer tout de suite à prendre vraiment leur avenir en main et à comprendre que personne ne viendra nous développer, personne ne nous apportera une solution. C'est pour ça que je me bats à créer des solutions, à proposer des solutions.
On a le président Obiangema Mbazogo de la Guinée équatoriale qui, dans un entretien d'ailleurs accordé à la télévision panafricaine, a tenu à féliciter l'évolution du marché financier de l'Afrique centrale qui est en train de se structurer et qui connaît un engouement qui finance déjà beaucoup les États. D'ailleurs, l'État du Gabon qui bientôt va coter des obligations, un emprunt obligataire de 175 milliards de francs CFA qui a été bouclé en 10 jours seulement. Alors, on voit très clairement qu'il y a donc une prise de conscience sur le continent. Maintenant, qu'est-ce qui vous manque en termes de démarche pour que l'on puisse intégrer dans ces marchés financiers qui existent déjà, voilà, cette approche que vous préconisez afin que nous puissions effectivement avoir un marché des capitaux ou alors des marchés des capitaux sur le continent africain qui viennent nous écarter un peu, voilà, de cette toxicité de la finance internationale. Alors, ce qui manque réellement par rapport à votre demande, c'est la prise de conscience des Africains à la recherche des solutions par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut que nous, Africains, qu'on comprenne que quand on a un problème, il faut qu'on trouve la solution nous-mêmes. Je prends un exemple très simple. On peut se battre contre la France, on peut crier derrière la France, on peut dire la France, la France, la France. C'est vrai, on a beaucoup de problèmes avec la France, mais étatiques. On n'a pas de problème avec les Français. Dans nos relations avec la France, il y a des choses qu'il faut changer. On n'a aucun problème avec les Français. Mais en fin 2007, début 2008, toutes les banques françaises étaient en faillite. Toutes les banques françaises étaient en faillite. Et je peux même dire, toutes les banques européennes étaient en faillite. On peut même dire que toutes les banques occidentales étaient en faillite. Et laisser des banques tomber, aucun État ne le fait. Parce que si tu laisses le système bancaire tomber, c'est le système économique qui tombe. On l'a vu d'ailleurs avec Barack Obama quand il y a eu la crise des subprimes, l'État américain qui s'est levé pour soutenir un ensemble, enfin, des banques qui étaient sur le point de tomber. Oui. Exactement. Et donc, qu'est-ce que la France a fait? La France a créé la Société de financement de l'économie française. La France a créé une entité née comme ça. Il y avait les 4 grandes banques françaises, BNP, Société Générale, etc., qui avaient donné 3 milliards aux fonds propres de cette société. L'État a sorti un montant et on avait des fonds propres qui tournaient autour de 17-18 milliards. On a créé la Société de financement de l'économie française. Et que fait cette société? On l'a créée, mais vraiment entre deux nuits. Cette société, qu'est-ce qu'elle fait? On lui donne la puissance publique de l'État. C'est-à-dire que l'État français garantit que si les gens du marché prêtent de l'argent à cette société, lui-même, l'État français même, porte la garantie. Donc, on donne à la société créée une puissance publique. C'est une société de droit privé, mais avec une puissance publique. Cette société a levé de l'argent, près de 60 à 70 milliards d'euros, sur les marchés. Mais au même taux que l'État français. Et en ce temps, dans cette période-là, les taux étaient très bas. C'était du 0, 0,5, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette société a levé cet argent-là et l'a mis dans les fonds propres de toutes les banques. Toutes les banques françaises ont reçu de l'argent en fonds propres, des fois sous forme de crédit, et à un moment donné, 3-4 ans après, le marché s'est un peu desserré, ils ont tous remboursé. Vous voyez bien? Donc, quand la France a un problème, la France ne va pas chercher à gauche, à droite. Elle règle son problème. Un problème, c'est quoi? C'est un passif. Tout problème que vous avez, c'est un passif. Si vous avez un passif, il faut chercher un actif. Et donc, vous voyez, en 2 nuits, un passif qui tournait autour de 70 milliards dans les banques, la France a créé un actif de toutes pièces et a renfloué ça. Mais c'est cette façon de faire qu'il faudrait qu'ici, nos chefs d'État prennent conscience et comprennent que des enfants d'Afrique ont la maîtrise des mécanismes financiers de ce genre. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque la dette a posé problème ici au temps du Covid et qu'on a mandaté M. Tidjane Thiam avec d'autres Africains très instruits, qui connaissent bien les marchés financiers, etc., pour aller s'occuper de la dette, c'est là où j'ai un problème avec eux. Ces gens, à leur place, je ne serais pas allé voir comment rembourser la dette. Non. J'aurais créé une forme de société comme ça et on règle le problème. Maintenant, vous allez me dire que la France, les États-Unis ne nous laisseront pas nous créer notre... Ça, c'est absurde.
Si M. Paul Biya se lève pour dire qu'il faut qu'on trouve des solutions, Macky Sall le dit, moi je propose des solutions. Qu'on vienne, qu'on se mette autour de la table, que ceux qui se considèrent experts en la matière, en termes de politique monétaire, en termes de compréhension de comment marchent les marchés financiers, ils n'ont qu'à venir, on se regroupe quelque part, j'avais fait un appel comme ça à Abidjan, hein, qu'on se regroupe quelque part et qu'on discute et qu'on soit concret dans la proposition et qu'on aille voir les États pour discuter avec eux dans ce domaine. Donc c'est possible. On va bientôt sortir de cette première partie de l'entretien. Voilà, en vous demandant par exemple si vous pensiez vous adresser à des intellectuels africains ou alors à des experts africains en particulier qui pourraient vous rejoindre dans cette dynamique-là qui permettent ici de sortir l'Afrique, je le disais tout à l'heure, de cette servitude volontaire vis-à-vis des marchés financiers internationaux. Est-ce que vous ciblez des gens en particulier avec qui vous pourriez monter, peut-être pas devant les médias, ce think tank qui s'impose aujourd'hui pour finaliser cette infrastructure que vous avez déjà conçue et qui devrait permettre à l'Afrique de s'autonomiser financièrement? J'y ai beaucoup pensé et je vous ai parlé tout à l'heure du Forum Initiative Citoyenne du Sénégal. C'est un think tank, c'est un groupe qui a commencé vraiment à vouloir porter ce message que j'ai. Ils ont pris vraiment le modèle, ils en ont fait leur affaire. Ils ont organisé le colloque, ils ont pris les argumentaires de tous ceux qui étaient invités et ils cherchent à en faire un livre blanc qu'ils vont déposer chez Macky Sall. Donc je profite de cette antenne-là pour les remercier parce que quand même, quand je peux faire un travail intellectuel, réfléchir sur quelque chose, mais l'important c'est qu'il y ait des gens qui prennent la réflexion, qui se posent là-dedans, qui réfléchissent et qui essaient de porter le projet vers l'avant. Indépendamment de cela, j'avais fait un appel en 2018 à Abidjan pour qu'on se regroupe pour discuter des questions du franc CFA. Vous voyez, ce que je propose, ça s'appelle des CFA obligations. On est toujours encore dans les problématiques. Cet appel a été entendu. J'ai eu quand même une quarantaine d'experts qui m'ont dit qu'ils étaient prêts. Bon, mais organiser un colloque comme ça est extrêmement difficile parce qu'il faut l'accord de tous les États. Et on est en train de travailler sur ces accords pour voir comment ça peut... En tout cas, je suis très confiant parce que les Africains, je les vois vraiment aujourd'hui comprendre que notre propre expertise pourra nous sortir de nos problèmes.